Bienvenue dans la traditionnelle vidéo de janvier consacrée aux meilleurs effets spéciaux de l'année passée. En 2023, j'ai recensé 57 films présentant des effets spéciaux divers et variés, sortis en France aussi bien au cinéma que sur les plateformes de streaming. Et cette année, il s'agit d'un top 8, cela ne veut évidemment pas dire que tous les autres sont visuellement ratés, mais que seulement 8 longs métrages m'ont inspiré un commentaire. Comme chaque année, j'explique le principe de cette vidéo qui consiste à donner mon avis sur les effets spéciaux des films, un avis totalement subjectif et qui fait la part belle à mon ressenti de spectateur. Fondamentalement, je pense qu'il y a deux approches pour évaluer les effets spéciaux. Soit on se penche uniquement sur la qualité et la quantité, en appréciant à la fois la capacité à créer des images plus réalistes ou plus créatives que les autres, ainsi que la quantité de travail nécessaire, soit on se concentre sur la perception que l'on a des effets spéciaux, examinant comment ils servent la narration et comment ils sont mis en valeur par la mise en scène. Si les deux approches peuvent très bien se compléter, le problème du point de vue simplement qualitatif et quantitatif selon moi est que chaque film est différent, que ce soit en termes de budget, de type d'effets et de leur complexité, de la direction artistique, ou bien du type de réalisme recherché. Sans oublier que chaque séquence d'un film peut varier visuellement, certaines peuvent être incroyables, tandis que d'autres peuvent décevoir, peut-être car il y avait moins de temps pour la concrétiser, que la mise en scène n'est pas intéressante, ou bien, le plus souvent, que la direction artistique ne met pas en valeur les effets. L'aspect informatique des effets numériques nous fait souvent oublier qu'il s'agit d'un art, impliquant parfois plusieurs centaines de personnes avec une multitude d'étapes de création et de validation, et non d'une simple formule censée donner le même résultat à chaque fois. Pour toutes ces raisons, la comparaison qualitative et quantitative d'un film à l'autre perd vite de son sens, là où mon objectif est justement de comprendre le sens des effets spéciaux, leur utilité, leur utilisation et l'impact qu'ils peuvent avoir. Les meilleurs effets spéciaux parviennent à créer un équilibre entre la qualité de la direction artistique, de la technique, de la mise en scène et de la narration. De mon point de vue, ils sont finalement très dépendants du film qu'ils représentent, ce qui peut sembler un peu injuste au regard de la qualité et de la quantité de travail sur certains films qui n'attirent finalement pas mon attention. L'année dernière, il n'y a pas eu d'Avatar pour annuler toute concurrence, et en réalité il n'y a pas vraiment eu de film populaire qui s'est vraiment distingué, j'ai l'impression, et qui rendrait ce top prévisible. Car je pense que le classement va bien vous surprendre, autant que je me suis surpris moi-même. Et je précise qu'il n'y aura pas de spoiler, ou en tout cas rien sur la fin de chaque film, étant donné que de toute façon chacun a son seuil de tolérance sur les spoilers. Bref, sur ce, attaquons-nous au top 2023, avec le numéro 8, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, réalisé par James Gunn. J'ai l'impression que Les Gardiens de la Galaxie sont les seuls films Marvel avec les Avengers qui ont des chances d'atterrir dans mes tops. Non pas que ces films m'attirent plus que ça, à vrai dire je n'aime pas vraiment les Gardiens de la Galaxie, mais le travail accompli est tellement riche et énorme, sans quasiment aucune fausse note, qu'il me paraît important de les mentionner. Que ce soit en termes d'environnement, de créatures, de FX magique et artistique en tout genre, on sent bien les 250 millions de dollars à l'écran, ce qui est déjà une bonne chose. On peut ajouter à ça la mise en scène dynamique et efficace de James Gunn, et un très impressionnant plan séquence signé Weta. L'élément qui a déclenché mon envie de l'inclure dans le classement concerne surtout toute la backstory du personnage de Rocket, que j'ai trouvé plutôt touchante, et qui, en plus d'un photoréalisme irréprochable, comme d'habitude, permet d'apporter une dose d'émotion venant de plusieurs créatures numériques, et ça c'est toujours très fort. En numéro 7, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, réalisé par John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Le film ne m'intéressait absolument pas, mais ma curiosité m'a poussé à le rattraper pour cette vidéo, histoire de m'assurer de ne pas passer à côté de quelque chose, et finalement ce fut plutôt une bonne surprise. Globalement c'est pas incroyable, et ça ressemble fortement à un fan-made du Seigneur des Anneaux, mais où l'intrigue a la gentillesse de ne pas s'éterniser, tout en mélangeant astucieusement l'heroic fantasy avec le film de braquage. Ça donne une intrigue plutôt efficace et directe, et surtout avec des effets spéciaux d'une très grande variété. Le film tente autant que possible d'avoir des environnements réels autour des acteurs, même si l'esthétique du film manque cruellement de personnalité. Le studio Legacy FX s'occupe de concevoir une multitude de prothèses, de mécanismes et d'animatroniques. D'ailleurs, pour une des créatures, l'animatronique est même animée grâce à de la motion capture faciale, ce qui est plutôt cool. En termes de VFX, il y a un grand nombre de créatures, d'environnements et d'effets magiques divers, notamment un portail qui fonctionne bien narrativement, ou encore des visions qui vont distordre la réalité, aussi bien pour des environnements que pour des personnages. On a également au premier tiers du film un long et sympathique plan séquence avec des animaux numériques. Le point faible pour moi concerne les séquences dans l'arène, qui transpirent le fond vert, et contrastent méchamment avec les précédentes scènes qui avaient pas mal de décors réels.
Dans l'ensemble, Donjons et Dragons est un défouloir d'effets spéciaux riche et amusant, au service d'une histoire plutôt fun et efficace, qui a le mérite de ne pas être une suite et de se suffire à elle-même. En numéro 6, Wonka, réalisé par Paul King. Il s'agit du troisième film mettant en vedette Willy Wonka après les réalisations de Mel Stuart en 1971 et de Tim Burton en 2005. Les effets numériques n'existaient pas encore pour la première version, donc tous les décors étaient construits en studio, avec déjà une attention particulière portée aux couleurs. La version de 2005 s'ancrait parfaitement dans son époque, avec un générique de début présentant les rouages de la chocolaterie en animation 3D. Toutefois, les décors en studio étaient toujours présents, accompagnés des miniatures de la ville et de l'usine. Il est intéressant de noter que même les éléments réels étaient conçus pour paraître artificiels, que ce soit les décors très uniformes et lisses, jusqu'aux traits du visage de Johnny Depp. Les extensions de décors 3D et environnements entièrement virtuels renforçaient l'artificialité de l'univers, et quoi de mieux que le virtuel pour représenter l'artificiel. Bien que les effets numériques prédominent aujourd'hui et deviennent progressivement moins chers et plus sûrs à produire que les effets pratiques, Wonka conserve un grand nombre de décors réels, et je pense notamment à l'intérieur de sa boutique, où une chocolatière a créé plus de 2000 chocolats pour tout le film, notamment des accessoires et éléments de décor parfaitement comestibles. En ce qui concerne l'Oompa Loompa, son design reprend clairement celui du film de 71, et l'acteur Hugh Grant est entièrement en 3D, de la tête aux pieds, y compris pour le visage. Même si le résultat est très réussi, on peut tout à fait débattre de l'intérêt de le faire entièrement en 3D, le but est surtout de permettre au réalisateur de contrôler parfaitement la gestuelle du personnage. Sa performance est enregistrée par plusieurs caméras pour obtenir une version 3D et mieux fondre sa tête avec le reste du corps, qui est donc animé par les animateurs. Si la version de Burton a le mérite d'être plus radicale et personnelle dans son esthétique, celle-ci me paraît plus générique malgré la présence d'un chouette réalisateur à la barre, Paul King, à qui l'on doit les deux très bons Paddington. Le monsieur adore l'animation et les bandes dessinées et tente à chaque fois d'adapter l'esprit ludique de ces médiums dans ses propres films. Également très fan de Jean-Pierre Jeunet, Paddington s'inspirait d'Amélie Poulain et il reprenait clairement la scène d'inondation de la salle de bain de Delicatessen. Comme Del Toro dans La forme de l'eau d'ailleurs. Dans Wonka, ce sont les intérieurs de l'hôtel qui reprennent l'ambiance et les codes couleurs de Delicatessen. Paul King semble particulièrement apprécier les effets de transition progressive, présents plusieurs fois dans les Paddington pour symboliser les relations entre les personnages ou la naissance d'un espoir. Wonka utilise également ces transitions pour symboliser la naissance d'un rêve. Sur les 1163 plans truqués, le studio Framestore en réalise 922. Les effets spéciaux trouvent naturellement leur place dans un film célébrant le merveilleux, où l'imaginaire est renforcé par une utilisation magique des couleurs comme on le voit très peu. En 5e place, Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Je ne suis pas un expert de Godzilla, donc ce sera difficile pour moi de m'étendre sur le sujet, mais il me paraissait logique d'inclure ce film dans le top au regard de l'immense qualité des VFX réalisés par seulement 35 artistes, ce qui est très peu, voire même trop peu, mais tout dépend de leurs conditions de travail sur ce projet. Il est produit entièrement au Japon par la mythique Toho, le studio à l'origine de Godzilla, pour un modeste budget d'une petite dizaine de millions de dollars, une fois converti en dollars bien sûr. Un chiffre qui contraste évidemment avec les Godzilla américains, dont les deux derniers par exemple ont coûté chacun aux alentours de 200 millions de dollars. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que les VFX de ce Godzilla sont plus réussis ou réalistes que ceux des occidentaux, faut pas exagérer non plus, mais il faut avouer que le rapport qualité-prix est quand même largement en faveur de celui-ci. Finalement, ce qui va faire la différence réside dans la qualité du film, qui contrairement à ses concurrents américains, va réussir à développer des trajectoires de personnages intéressantes au sein d'une intrigue efficace, où Godzilla retrouve sa représentation monstrueuse et métaphorique de la guerre et du nucléaire. Le réalisateur est également le superviseur VFX et il accouche avec sa petite équipe d'un total de 610 plans, ce qui représente un beau bébé mine de rien, et au-delà de tout le travail accompli sur la création du monstre en 3D, qui regorge de détails de texture et de matière, ce sont surtout les séquences en mer qui m'ont le plus impressionné, et je ne suis pas surpris d'apprendre que le plus gros challenge était de réussir les simulations d'eau, et notamment les interactions avec Godzilla, qui ont dû demander une puissance de calcul monstrueuse. Au final, les VFX du film ont un peu les défauts de leur qualité, puisqu'ils m'impressionnent davantage par leur contexte de création que par le résultat en lui-même, qui bien que très spectaculaire évidemment, ne m'a pas inspiré autant que je l'aurais aimé pour le mettre plus haut dans ce classement. En numéro 4, The Creator, réalisé par Gareth Edwards.
Le réalisateur de Monsters, Godzilla version 2014 et Rogue One s'attaque à un film de science-fiction original sur l'intelligence artificielle. Le film est bourré d'idées de science-fiction hyper cool pendant 2 heures, je ne suis pas rentré une seconde dans le film, la narration me paraît éparpillée et les scènes s'enchaînent artificiellement sans jamais réussir à m'impliquer émotionnellement. Ce qui donne globalement un ensemble très brouillon et pas spécialement passionnant, mais si le film est quand même dans le top, c'est en grande partie grâce à sa mise en scène des effets spéciaux et de la méthode de fabrication assez unique du film, puisqu'une grande partie des designs et du look des VFX ont été imaginés après le tournage. Habituellement, une équipe de designers imagine l'environnement et les designs en amont du tournage pour mieux l'organiser et le visualiser, mais Gareth Edwards choisit de faire l'inverse, d'abord tourner les plans le plus naturellement possible, sans marqueur de tracking ou combinaison de motion capture, puis ensuite de designer et plaquer les VFX sur l'image en fonction de la composition des plans. Cette méthode originale a le mérite d'intégrer les VFX de manière très naturelle, mais surtout explique beaucoup mieux le bordel visuel de l'ensemble, où j'ai l'impression d'assister à une suite de design cool sans réelle construction d'univers. Le point positif est que les éléments de science-fiction semblent particulièrement bien intégrés dans des environnements parfois très exotiques, qui mélangent les univers de Blade Runner et d'Apocalypse Now selon le réalisateur, pour un résultat finalement très naturel, très ancré dans le réel, ce qui rappelle un peu les films de Neil Blomkamp, notamment District 9 ou encore Chappie, qui intégraient les effets numériques dans des environnements inattendus, en caméra épaule, avec une intention de réalisme très poussée. On sent bien que The Creator a été tourné dans de nombreux pays, comme la Thaïlande et le Cambodge par exemple, ce qui donne une science-fiction très concrète, où le numérique cohabite harmonieusement avec des paysages naturels déjà grandioses. Les magnifiques plans larges permettent d'exploiter une des grandes qualités de Gareth Edwards en tant que réalisateur, à savoir sa gestion du gigantisme, des différences d'échelle, dont il a fait preuve de toute sa maîtrise dans son très impressionnant Godzilla et dans certaines scènes de Rogue One. Le réalisateur a même tourné en équipe réduite avec une caméra non professionnelle, la FX3 de chez Sony, qui coûte seulement 4 000 $, mais vous emballez pas, il y a une tonne d'accessoires et d'objectifs autour du boîtier qui coûtent bien plus cher que 4 000 $. Toutefois, cette méthode de tournage atypique, proche de ce qu'on peut faire sur un petit film indépendant, peut justifier le budget excessivement bas du film, autour de 80 millions $, ce qui paraît beaucoup, mais qui est en réalité très peu, compte tenu de la quantité et de la complexité des effets numériques, à peu près 1700 plans truqués, ce qui est énorme, en grande partie réalisé par ILM en plus, qui n'est pas un studio d'entrée de gamme, mais aussi une dizaine d'autres studios. The Creator regorge de scènes et d'idées de pure science-fiction, sans toutefois avoir réussi à m'embarquer dans l'histoire. Il est sauvé par une vision naturaliste des effets visuels, tout en étant de la science-fiction bien bourrine, ce qui donne un mélange très intéressant. En numéro 3, Vermine, réalisé par Sébastien Vanitschek. Je sentais que ce film avait le potentiel d'être dans le top, donc je suis allé le voir et j'ai bien fait car il est excellent, d'autant qu'il s'agit du premier film de son réalisateur. Il réussit à maintenir une tension tout le long grâce à une mise en scène très astucieuse, presque entièrement tournée en longue focale, avec une profondeur de champ très faible, c'est-à-dire une petite zone de netteté et beaucoup de flou, pour à la fois esthétiser l'image, renforcer la sensation de confinement des personnages et montrer les araignées le moins nettement possible. Si de vraies araignées sont utilisées quand on n'en voit qu'une seule, plusieurs prises peuvent être assemblées pour créer une foule, et ensuite lorsque ça devient plus imposant, on passe à de la 3D avec le studio parisien MacGuff qui se charge des VFX du film. L'avantage des vraies araignées sur le tournage est qu'elles permettent également d'obtenir des références de lumière, de colorimétrie et de matière pour aider l'intégration des versions numériques. Si l'animation des bestioles représente toujours un challenge, de par leur vivacité, ce sont surtout l'ajout des micro-poils qui font toute la différence dans la recherche de photoréalisme. Les poils vont venir accrocher la lumière ambiante et casser un peu l'aspect lisse de la peau et notamment des pattes. Le très faible budget du film, seulement 4 millions €, contraint le réalisateur à ne pas abuser des effets numériques et donc à minimiser un maximum la quantité de travail nécessaire. On obtient alors des séquences souvent très sombres, avec des araignées filmées en contre-jour, dans le flou de la profondeur de champ ou encore dans les reflets. Comme je l'ai dit dans mes vidéos sur Spielberg et Pirates des Caraïbes, une ambiance sombre avec une lumière directionnelle et des surfaces réfléchissantes est la meilleure configuration possible pour avoir des rendus 3D photoréalistes. Sauf que contrairement au T-Rex de Jurassic Park, la surface réfléchissante des araignées ne vient pas de la pluie sur le corps, mais des poils qui accrochent la lumière. Vermine est donc une franche réussite, où la note d'intention du réalisateur est de faire des araignées une métaphore du délit de faciès, avec une mise en scène hyper efficace, une image soignée
qui compense le manque de budget en prenant en compte les forces et les faiblesses des effets numériques pour réussir à générer de l'angoisse. Il y a 75 plans d'araignées, aussi bien 3D que des vrais composités ensemble, et une petite centaine de plans truqués en tout, ce qui est très peu par rapport au reste du top, mais prouve une fois encore que la quantité importe peu lorsqu'il y a du talent et de l'intelligence. En seconde place, Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Vous ne rêvez pas, on vient de passer de Vermine à Barbie, 2 salles, 2 ambiances, car vous ne l'attendiez peut-être pas celui-là, moi non plus d'ailleurs, et pourtant c'est un des seuls films fantastiques de l'année passée qui nous plonge dans un univers radical, en opposition directe avec les règles du monde réel, ce qui est la base d'un récit fantastique, donc rien d'exceptionnel, mais c'est fait de manière ludique et avec différentes techniques d'effets spéciaux. Si Wonka a une approche fantasmée et onirique de notre monde, tout en gardant un certain niveau de photoréalisme, le monde de Barbie cherche également le photoréalisme, mais dans un univers pour le coup volontairement en plastique. La poupée ayant été créée en 1959, la réalisatrice souhaite garder l'esthétique des films de l'époque, dont les principales références sont Le Magicien d'Oz, sorti en 1939, Chantons sous la pluie en 1952, ou encore Les Chaussons rouges en 1948. Et tout ça commence par la création des décors en studio, notamment du quartier de Barbie on va dire, qui est entouré d'un cyclorama de montagnes et ciel bleu. Ce cyclorama est présent dans de nombreux plans et permet de diminuer l'utilisation d'un simple fond bleu en permettant d'avoir un vrai environnement autour du décor. Il est ensuite remplacé sur les plans d'ensemble par une extension numérique. Certains cycloramas sont d'ailleurs en 3D, notamment ceux sur la route quittant la ville. Justement pour concevoir la ville, de nombreuses miniatures sont fabriquées ou récupérées pour s'en servir uniquement comme référence car elles sont scannées pour les obtenir en 3D. Le fait d'utiliser des CGI au profit des miniatures pour les environnements n'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'il s'agit d'objets plastiques très clean qui s'adaptent naturellement très bien en images de synthèse. Et surtout on peut plus facilement gérer la mise en place de l'environnement dans les plans et les raccords avec les images filmées. Habituellement, tous les objets et décors 3D de n'importe quel film ont toujours énormément d'imperfections et de salissures dans les textures et les matériaux, de manière à refléter la réalité le plus fidèlement possible. Depuis les débuts de l'image de synthèse, on cherche à s'éloigner le plus possible d'une apparence plastique, que ce soit sur les décors, les objets ou encore la peau humaine, en essayant de complexifier la manière dont les matériaux réagissent à la lumière, avec aussi un maximum d'aspérité irrégulière pour casser une réflexion lumineuse trop lisse. Barbie n'est évidemment pas le premier film à créer du plastique en 3D, mais il réussit très bien à concevoir cet univers imaginaire tout propre qui va à l'encontre de notre vision habituelle d'un environnement photoréaliste. Je trouve ça toujours intéressant et amusant quand les effets numériques sortent de leur zone de confort pour challenger leur propre nature et difficultés. En fait, Barbie devient même intéressant dans sa manière de confronter les générations d'effets spéciaux. De la même manière que les stéréotypes de Barbieland des années 60 sont remis en question aujourd'hui, les effets spéciaux sont réfléchis pour incorporer les dernières avancées technologiques aux côtés des techniques à l'ancienne comme les cycloramas derrière les décors, des séquences de voyage qui mettent en scène différents tableaux avec des mécanismes à la Méliès, et bien sûr les miniatures de l'époque qui servent de base pour leur doublure virtuelle contemporaine. La coexistence des deux générations est présentée dès la scène d'introduction qui est une parodie de 2001 l'Odyssée de l'espace sortie en 1968 et mélange décors en studio, poupées miniatures et 100% CGI pour la grande, avec une actrice devant un écran LED qui affiche un matte painting. Une séquence mythique des années 60 est transformée avec les derniers jouets technologiques et avec une petite subtilité que j'aime beaucoup qui consiste à afficher sur l'écran une portion de fond bleu derrière l'actrice, de manière à garder les bénéfices du fond bleu qui va permettre de faciliter l'extraction de l'actrice pour l'intégrer dans la prise avec les enfants, filmés séparément, et le bon arrière-plan, tout en gardant autour un environnement provisoire qui va créer le bon éclairage sur elle et le décor. On obtient ainsi le meilleur du fond bleu, car il est parfaitement uniforme et identifiable, et de l'écran LED, qui va créer un éclairage approprié. En fin de compte, il y a au total 1300 plans truqués, dont 700 pour Barbieland, et c'est à nouveau le studio Framestore qui se charge de la grande majorité des plans. Je trouve que les effets spéciaux servent très bien la narration en proposant un univers à l'esthétique radicale et absurde qui mélange les techniques du passé et du présent pour pleinement exploiter leur nature artificielle dans un monde centré sur les apparences. Et enfin en première place, Le règne animal, réalisé par Thomas Caillet.
Il est rare de trouver un film fantastique français présentant un bestiaire de créatures, surtout avec un budget confortable, ce qui le rend d'autant plus appréciable dans notre paysage culturel national. Le concept du film est de montrer une population en proie à une vague de mutations transformant les individus en animaux. Pour un budget de 15 millions d'euros, dont 4 millions seulement pour les effets physiques et numériques, qui représentent d'ailleurs le budget total de Vermine, ce sont les studios MPC Paris et MacGuff qui s'occupent des VFX, et pour les MFX, c'est-à-dire les effets de maquillage et prothèses, nous avons l'Atelier 69 et celui de Jean-Christophe Spadassini, un grand nom français des maquillages MFX. Un an et demi avant le tournage, lorsqu'une première version du scénario est terminée, le réalisateur collabore avec le dessinateur de bande dessinée Frédéric Peters pour concevoir un bestiaire de créatures à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Ensuite, plusieurs caractère designers retravaillent les concepts pour obtenir une apparence de mutation réaliste entre deux espèces, en prenant en compte les apparences des acteurs. L'Atelier 69 fabrique 7 ou 8 créatures, notamment les ailes de l'homme-oiseau et ses prothèses, une peau reptilienne, la jeune fille grenouille, ou encore la tête de la femme ours qui est un animatronique. L'Atelier de Spadassini, quant à lui, s'est occupé de 3-4 créatures. En termes de VFX, MPC Paris se charge d'à peu près 150 plans, notamment la création de l'homme-oiseau lorsqu'il vole, et de la fille grenouille lorsque c'est nécessaire. L'avantage de fabriquer la plupart des créatures en vrai est qu'elles sont scannées et photographiées pour recueillir un maximum d'informations afin de créer une doublure numérique identique. Le studio MacGuff se charge notamment de la créature dans le supermarché et de toutes celles à la fin. Certaines créatures apparaissent parfois full CG, c'est-à-dire entièrement numériques, parfois avec seulement des prothèses, et certaines fois un mélange des deux, en particulier la femme ours qui a un corps en 3D fait par MacGuff et une tête animatronique. Le film étant encore très récent, il y a malheureusement très peu d'images de disponibles, donc je vous invite à le découvrir pour comprendre de quoi je parle. Le réalisateur s'inspire beaucoup de l'univers de Miyazaki pour représenter ces créatures, dans l'idée de les intégrer le plus naturellement possible dans la société, où le merveilleux côtoie le réel. Son objectif est d'avoir un maximum de créatures physiques à l'écran, mais la première version du scénario comportait beaucoup plus de créatures, qui a été réduit pour des questions de budget et de main-d'œuvre. Le réalisateur s'est vu proposer de tout faire numériquement pour réduire le budget et simplifier le tournage, mais il a choisi de rester fidèle à sa vision, en intégrant également des effets physiques et pratiques, positionnant ainsi son film à la tête de ce classement. En termes de narration, il y a à la fois une dimension très film d'auteur français, notamment avec cette énième relation père-enfant que j'ai l'impression d'avoir vu plein de fois ces dernières années dans ce type de production, et en même temps une dimension fantastique finalement très prononcée. Certains y verront un très bon équilibre des genres, d'autres y verront un réalisateur qui n'a pas voulu choisir une direction. Dans les deux cas, Le règne animal devient un film hybride pour parler de personnages hybrides fabriqués par des techniques d'effets spéciaux hybrides. Et même si j'aurais préféré une dimension fantastique plus importante, à la fois dans la mise en scène et dans l'intrigue, je ne peux que saluer le réalisateur d'être resté parfaitement cohérent dans sa vision, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ce ne sont pas les effets spéciaux les plus spectaculaires de l'année, mais ce sont assurément les plus pertinents selon moi. Pour finir, j'ai envie de donner des petites mentions spéciales, à commencer par Mission Impossible et les spectaculaires cascades de Tom Cruise, mais qui perdent de leur valeur, je trouve, en étant finalement noyés dans des environnements 3D, les plans moléculaires dans Oppenheimer, qui sont soit numériques, soit de vrais éléments physiques filmés en macro, puis composités ensemble, le tout en IMAX, et enfin le rajeunissement d'Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones, qui est un mélange de 3D et de deepfake, et je tiens à saluer l'audace, quasi kamikaze, de l'avoir éclairé frontalement dès le premier plan, pour un résultat que je trouve globalement très cool, même si, ironiquement, je ne suis pas sûr que ça passera l'épreuve du temps. Et c'est ainsi que se conclut ce top 2023, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont contribué aux 57 films que j'ai listés cette année, et à ceux que j'ai peut-être oubliés. N'hésitez pas à partager en commentaire vos réflexions sur la vidéo et dites-moi quels effets spéciaux vous ont le plus marqué en 2023. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.